Alors, bienvenue tout le monde à ce grand entretien Living Lab Charlevoix, enregistrement de podcast avec Dr. Antoine Groux. Alors, aujourd'hui, on a un invité vraiment spécial. Donc, Dr. Antoine Groux est médecin de famille. Il travaille à la clinique UMF Mézeray. Il est professeur titulaire à l'Université Laval. Il supervise des résidents, il fait de la clinique. Il est aussi entrepreneur, il est propriétaire de différentes cliniques médicales. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi on invite Dr. Groux. Un, il est directeur scientifique de l'important Réseau 1 au Québec, mais il a été aussi, unité soutien, mon Dieu, je mélange unité soutien au Québec, mais il a été aussi sous-ministre adjoint à l'époque de Gaétan Barrette. Il était responsable de l'organisation des soins de première ligne. Et à cette époque-là aussi, c'était fusionné avec les soins préhospitaliers d'urgence et la médecine d'urgence. J'ai connu Dr. Groux dans les débuts du projet Urgence 360, puisqu'il nous avait vraiment appuyé. C'est un gars extrêmement efficace. Je ne sais pas, il prend son énergie, tu le textes, il te répond tout de suite. C'est une personne extrêmement diplomate qui suit ses dossiers. Pour moi, il a changé un peu le visage de la bureaucratie ministérielle. Je ne sais plus si ça a changé au ministère. Je n'ai pas l'occasion de jaser avec beaucoup de personnes, mais pour moi, il m'a donné beaucoup espoir dans le temps qu'il était là. Et c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui, Dr. Antoine Groux. Un immense merci, Rick, pour ces bons mots. Très content de te retrouver dans ce contexte de podcast. Content de voir que ça peut peut-être inspirer 2-3 personnes, puis essayer de garder la traque que tu as évoquée, essayer de trouver une façon de changer peut-être les perspectives qu'on peut avoir de ce monde complexe dans lequel on évolue. Bien, justement, Antoine, si ça ne te dérange pas, on va se tutoyer, on se connaît depuis longtemps, mais Antoine, dis-moi, comment tu as eu l'idée ou comment ça s'est passé c'est quoi ton parcours pour aboutir sous-ministre adjoint? C'est une question à 100 piastres, puis probablement 1000 piastres. En fait, on ne choisit pas ça. Hein. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde dans le monde de la médecine en particulier qui se lève un matin en disant « Moi, je vais devenir sous-ministre, je veux vous rassurer, je ne suis pas différent de probablement la majorité des gens. » Ce n'était pas un objectif pour moi. Moi, l'objectif que j'avais, puis ça rejoint un peu ta lecture, c'est d'essayer de transformer notre manière de gérer notre système de santé, de transformer notre système de santé. Et moi, très rapidement, transformer les choses, ça date de aussi longtemps que je me rappelle. Là, j'ai toujours remis en question la manière qu'on avait de faire les choses, aussi loin que je me souviens. Même petit gars, là, j'étais déjà comme ça. À l'université, c'est ce que j'ai fait, essayer de transformer des façons de faire. Toujours intéressé à la gouvernance aussi, c'est un peu la thématique aujourd'hui, mais même à l'université, essayer de travailler à impliquer plus la voix étudiante pendant que j'étais là. C'est une des choses que j'ai faites à la faculté. Créer un regroupement à l'Université Laval qui s'appelle le RM2F. Là, ça, c'est initié par une démarche donc, que je pilotais avec une belle équipe à l'époque. Mais ça a toujours été comme ça. Je suis ensuite allé pratiquer en région rurale, donc d'où ma connaissance du milieu rural. Je travaillais à Gaspé pendant 11 ans. Je travaillais à Gaspé, à l'hôpital de Gaspé, mais aussi dans des CLSC 24/7, dans le milieu plus ruraux. Puis rapidement, là aussi, je me suis dit, il y a des choses qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire plus efficacement, justement. Et puis, je suis donc embarqué dans toute la chefferie départementale, chefferie de service d'abord, chefferie départementale ensuite, pour essayer de transformer l'organisation de nos services. Et puis, ça m'a donné, ça m'a fait mal. Et puis, ça m'a donné du bonheur aussi. Puis, c'est ce doux mélange, parce que vraiment, quand on prend des décisions, quand on prend des postes comme ça, c'est jamais quelque chose qui est parfaitement heureux et facile. Et puis, on en souffre. Et puis, on se dit, comment est-ce qu'on peut faire mieux dans le futur? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Puis, on a l'idée de faire une maîtrise en administration des services de santé, une espèce de maîtrise marketing social combiné avec gestion de ressources humaines à l'Université de Montréal. Un programme intéressant. Et puis, sorti de là, en comprenant d'abord que la souffrance que j'avais connue comme gestionnaire, c'est une souffrance que tout le monde vivait, puis que je n'étais pas différent des autres, puis que tous les gens qui entraient dans des fonctions de gestion avaient ces moments-là, mais que quand on avait un objectif, on était probablement capable, puis bien outillé avec une formation comme ça pour le faire. Puis je me suis donc retrouvé de fil en aiguille à faire la direction médicale de l'hôpital du territoire à Gaspé. À l'époque, c'était les C3S. Les centres de santé et de services sociaux. Alors, je me suis retrouvé à la direction des services professionnels.
Et là, ça, c'est de la vraie gestion. C'est vraiment une étape plus loin encore en gestion. Et de fil en aiguille, pour des raisons de santé de ma fille, en fait, on est revenu vers Québec. Et puis, concours de circonstances, s'ouvrait un poste au ministère de direction de services de première ligne qui corrélait parfaitement mes intérêts et puis me donnait l'impression que je pouvais avoir peut-être un ascendant différent sur le réseau avec une direction au ministère. Et puis, je me suis retrouvé là. J'y ai travaillé avec une équipe fantastique, comme quoi c'est pas vrai que les fonctionnaires, c'est des fonds-fonds, c'est tous des tatas. Là. Il y a plein de monde extrêmement brillant puis engagé là-dedans. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de faire avec des personnes fabuleuses quand j'y étais. Ça m'a donné le goût même de pousser, de rester plus loin, de prendre un poste de direction générale adjoint, donc qui est un poste encore plus ascendant, avec une envergure qui était vraiment grande, toujours dans cet esprit de transformer. Et puis finalement, je me suis retrouvé, quand Barrette est arrivé, à piloter toute la grande réforme là, de première ligne que Gaétan Barrette a essayé d'articuler, puis dont j'ai essayé de me faire finalement le buffer là, entre l'orientation politique puis la vraie vie. Je me suis retrouvé comme ça sous ministre adjoint. J'ai donc connu les gouvernements péquistes. Je suis arrivé avec les péquistes quand je suis arrivé au ministère avec Régent Hébert, ensuite Gaétan Barrette, et puis j'ai aussi connu comme sous-ministre adjoint Mme McCann de la CAQ. Alors j'ai fait 3 couleurs de gouvernement dans mon séjour ministériel, ce qui m'ont quand même donné des perspectives intéressantes. Mais pour finir cette longue boucle de parcours, je résumerais peut-être en disant que c'est vraiment une volonté de transformer les choses qui m'a mené là. On a l'impression que si c'est pas ici que je peux décider, peut-être que c'est là, puis c'est pas là, peut-être que c'est là, puis c'est pas là, peut-être que c'est là. Puis peut-être le dernier mot que je dis là-dessus, puis j'arrête cette longue réponse, là, mais au final, j'ai quitté le ministère en me dirigeant vers l'unité de soutien, qui est une unité de soutien à la mise en place de systèmes de santé apprenants, donc de systèmes qui apprennent, qui s'étudient, qui s'analysent, qui prennent des données, et puis qui s'intéressent aux gens, qui travaillent en partenariat avec les citoyennes, les citoyens, les patientes, les patients, pour co-construire ce système. Et puis au final, cette espèce de migration-là, pour moi, elle est parfaitement naturelle parce qu'au final, quand je voulais transformer le système au plus haut de cette espèce de pyramide hiérarchique de notre réseau, on réalise que ceux qui décident, ce ne sont pas nécessairement les ministres et les premiers ministres, ce sont les citoyens, ce sont les électeurs, ce sont eux et elles qui ont le pouvoir, au final, réellement, de transformer les choses. Alors, pourquoi ne pas travailler davantage avec ces personnes-là, les outiller, en faire des partenaires de l'ensemble de ce qu'on fait pour faire en sorte que notre réseau se transforme et évolue d'une façon qui est saine et heureuse pour les patientes et patients au premier plan, c'est eux qu'on sert là-dedans, pour les gens qui les soignent, toutes les ressources humaines qui s'en occupent, rendre ça de façon efficiente le plus possible et puis rendre ça équitable aussi dans un monde où il y a tellement de disparités. Alors, je pense que c'est un peu ça qu'on a essayé de faire à l'unité dans les derniers 3 ans à peu près où j'y suis. Mais c'est vraiment pour moi un parcours dans une continuité et une logique qui est inaltérable. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça qu'on va le transformer, le réseau. C'est avec les gens sur le terrain. Merci Antoine pour cette belle réponse. Je comprends plus tout ton parcours. C'est quand même assez complexe à voir ce cheminement. Dis-moi, comment c'était travailler avec Gaétan Barrette? Cette question-là. C'est la question qui tue. Travailler avec Gaétan Barrette, ça comporte d'immenses défis. En même temps aussi, ça a des côtés extrêmement heureux quand on est dans la fonction publique. Là, je rassurais tout le monde, là, je suis pas différent des autres médecins. Mon père est médecin, ma femme, mon frère, mes amis. On a souffert dans l'approche Barrette, la méthode Barrette, une méthode très, très incisive, très directive, très cinglante aussi, un peu baveux. Hein? C'est un gars qui est foncièrement... qui tapait sur la tête des docteurs, mais au lieu de s'excuser, parce que je pense qu'il aurait pu faire exactement la même chose, mais on a une approche, là, je suis vraiment désolé, mais on est rendu là, qui aurait probablement passé beaucoup mieux, mais qui se faisait le plaisir de dire, je te tape sur la tête, puis j'en remets une couche, puis prends ça, puis c'est tout ce que tu mérites. Alors, cette approche-là, même lui, je pense, si on lui redemandait aujourd'hui, puis d'ailleurs, j'ai revu des entrevues qu'il a données, je pense que s'il pouvait refaire les choses, je ne suis pas certain qu'il garderait cette attitude extrêmement désobligeante qui l'a caractérisé, puis peut-être même de plus en plus dans son mandat. Alors, outre ça, Gaétan Barrette, c'est un bonhomme vachement brillant, un gars extrêmement intelligent. C'est comme ça qu'il s'est rendu où il se rend d'ailleurs, puis qu'il a fait ce qu'il voulait faire.
pas brillant jusqu'au bout, vous l'avez compris, il n'est plus là, puis ça a fini au mieux en queue de poisson son histoire. Mais au-delà de ça, c'est un gars extrêmement brillant, extrêmement déterminé, qui avait énormément de courage politique et qui s'appuyait, puis ça aussi, il faut se le rappeler, hein, souvent on critique la réforme Barrette il a donc bien coupé des cadres intermédiaires, puis ci, puis ça. Il faut se remettre à l'époque, à l'arrivée de ce gouvernement libéral, où la population, quand on dit comment ça se fait que le système de santé va tout croche, on est en 2015, 2010, dans ces eaux-là, bien, les citoyens, ce qu'ils répondent, c'est qu'il y a pas trop de gestionnaires, il y a pas trop de poussées de crayon dans ce système-là. Alors, l'idée de couper dans la gestion, ce n'est pas l'idée de Gaétan Barrette. Gaétan Barrette, c'est une bête de politique. C'est un gars qui a pris ça et qui a dit, bon, mais c'est ça que les citoyens veulent, on va en couper des cadres, vous allez voir. Fait que la réforme, la grosse loi 10, c'est pas juste le bonhomme désagréable ou désobligeant. C'est un mouvement populationnel qui avait mal informé, d'ailleurs, pour votre info au Québec, on a le taux de gestion à peu près le plus faible du pays, puis un des plus faibles dans le monde. Et puis depuis cette réforme-là, c'est encore pire. On n'a plus de gestionnaire. Heureusement, les gens sont réveillés, puis on en remet de ces cadres intermédiaires extrêmement précieux que la pandémie a mis en évidence. Mais bon, je ferme cette parenthèse-là. Donc, belle qualité de Gaétan Barrette, un gars capable de prendre des décisions. C'est très, très pénible d'avoir un ministre qui n'est pas capable de décider. Hein, pour la fonction publique en dessous, d'être toujours à rien faire. Puis, alors, Gaétan Barrette, lui, ça y allait. C'était oui, c'était non. C'était pas toujours le oui qu'on voulait, c'était pas toujours le non qu'on voulait, mais était déterminé, avait un courage politique, était prêt à porter ses idées, à aller loin, à aller au combat. Et puis quand on avait quelque chose qui se tenait, bien, on avait un potentiel excellent porteur de ballon aussi qui permettait peut-être d'atteindre l'efficacité dont à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, Rick, en parlant de mon passage là-bas. Je ne prendrais certainement pas tout le mérite de cette efficacité-là. Je pense qu'il y avait une conjoncture puis un lien politique qui permettait d'avancer avec conviction dans ce qu'on voulait faire. Maintenant, pour le meilleur et pour le pire, là, sur les orientations, ça, c'est encore un autre chapitre. Alors, quand Gaétan Barrette te disait non, est-ce que c'était vraiment non, Antoine? Alors, moi, je suis un gars un peu obstiné puis ostineux. Puis quand je dis un peu, c'est sans doute un euphémisme. Je prenais rarement le non. Puis d'ailleurs, j'étais à peu près le seul qui avait le courage d'obstiner Gaétan Barrette parce que ses oui et ses non étaient traditionnellement tellement clairs, carrés et limpides et ne laissait tellement pas la place à la discussion que je m'étais fait la réputation au ministère d'être celui qui, je comprends, vous dites non, là, mais attendez, il y a ça, puis vous ne pensez pas que. Puis Gaétan Barrette, dans son caractère brillant, avait la capacité, parfois, d'écouter quand même. Quand il y avait quelque chose comme ça qui challengeait ses idées préconçues, souvent intuitivement bonnes, étonnamment, c'est un gars brillant, elles étaient bonnes, ses intuitions, mais quand elles étaient mauvaises, il était prêt à écouter. Fait qu'on arrivait quand même à avoir un dialogue, puis on arrivait quand même à dire non. Puis à la fin, il allait même me dire des choses aussi rigolotes que, ça c'est épique, là, mais je vous le dis devant témoin. Là. Alors Antoine, tu as raison, mais c'est moi le ministre, alors on va faire comme je dis. Alors tu sais, quand un ministre est rendu qui te dit ça, ton pouvoir après, il est nul. Il dit, tu as raison, tu as pu me convaincre, ce que tu dis, c'est juste, tu as raison, c'est la bonne chose, mais on ne fera pas ça. Parce que tu n'es pas le ministre, c'est moi le ministre, puis on va faire autrement. Et puis après ça, ben, c'est composé avec ces réponses-là. Puis, mais on avait quand même le droit de se rendre jusque-là. Comme moi, je le prenais, ce droit-là. Peut-être que je n'aurais pas dû tout le temps. Juste pour les gens qui nous écoutent, on s'en est parlé un petit peu en pré-entrevue. Est-ce qu'on évite ces sujets-là? Puis Antoine nous a dit non, toutes questions sont bonnes. Puis je pense que Gaétan Barrette, il sait, vous avez déjà échangé sur toutes sortes de sujets, puis il sait ce que tu penses, puis tout ça, puis vous êtes en bon terme malgré tout ça. Puis ouais. Juste pour vous dire. OK. Bon. Y a-t-il vraiment beaucoup de monde au ministère de la Santé? Ça m'apparaît extrêmement complexe, opérer ce système-là qui pourrait devenir plus centralisé, si je crois, avec la loi 15, malgré qu'on a parlé de décentralisation, on a parlé de... Bref, je ne connais pas le fond de toute cette loi-là. Ceci étant dit, mais je veux dire, ça doit prendre du temps en tabarouette quand tu as une initiative pour que cette initiative attire l'attention du décideur, à je ne sais pas quel niveau, là, mais qu'elle monte et puis qu'elle soit analysée. Est-ce que ça va avec les objectifs politiques? Est-ce que ça fait du sens, etc.? Tu sais, je veux dire, les innovateurs de ce monde peuvent avoir le temps de se décourager en masse ou
Finalement, il y a un catch-on de ça au moment où c'est déjà plus à mode, là. Je sais pas. Non, en fait, je vais faire deux, trois myth-busting ici, là. Le premier myth-busting, le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est pas gros. Quand on regarde l'envergure des établissements qui sont monumentaux, au ministère, c'est pas beaucoup de monde. Il y a une grosse direction TI, à peu près, là, je vais dire des chiffres en l'air. La moitié du staff, mettons qu'il y a 1000 personnes au ministère, là, la moitié de ça, c'est des TI, des gens qui s'occupent des technologies d'information, énormément de gens qui s'occupent de l'infra, des affaires, mais des gens qui s'occupent du clinique, là, tu sais, quand on combinait toutes les directions santé, services sociaux, là, je pense pas qu'on dépassait 250 employés. Quand j'étais dans mon petit hôpital à Gaspé, là, comme DSP, j'avais plus de staff, puis ça, c'était à l'époque avant les grandes fusions, là, j'avais beaucoup plus de personnel. Fait que ça, c'est un mythe. Le ministère, ça a l'air énorme parce que c'est slow, mais c'est pas slow parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est slow à cause des processus, des validations, un procédé ou une directive doit passer par plein d'autorisations dans plein de directions qui ont toutes leurs propres cascades et leurs affaires, mais ce n'est pas des cascades de 200 personnes. C'est un qui doit parler à l'autre, qui doit valider, puis qui. Alors, pas gros, mais pas très efficace. Puis là, je vais être baveux, mon tour, mais dans la recherche d'efficacité au ministère, tu as deux voies. Hein? Tu as la voie de j'ai une idée, un projet, j'ai quelque chose, je reçois une bonne idée d'un Rick Fleet qui dit je vais faire un Living Lab, puis je reçois ça, puis je fais un bel avis là-dessus, puis je le mets au ballottage. Là, on peut l'appeler comme ça. Puis au ballottage, les gens vont le commenter, puis ça va prendre 3 ans. Puis au bout de 3 ans, c'était quoi déjà? C'était un projet de truc, on s'en souvient plus, puis on va leur circuler, puis on repart. Puis. Alors ça, c'est l'option A. Ça, c'est une option à laquelle moi, je suis capable d'adhérer. Moi, j'ai une approche aussi, on a un dossier un peu comme un chien, je le mords puis je le tiens jusqu'à temps que ça lâche. Là, tu sais, c'est à peu près ça. Et ça, c'est possible de faire ça au sous-ministère. D'ailleurs, c'était assez perturbant. Je ne suis pas sûr que je me suis fait beaucoup d'amis avec ça, parce que quelqu'un me disait, écoute Antoine, reparle-moi de ça la semaine prochaine, je n'ai pas le temps cette semaine. Il faut être certain que exactement 7 jours et 0 minutes après qu'il m'a dit ça, il y avait un appel qui dit, tu m'as dit t'en parles la semaine prochaine, c'est maintenant la semaine prochaine. Et là, un peu, je n'ai pas pensé, OK, pas de problème, je t'en reparle quand? Demain, parfait. Alors, le lendemain, même heure, salut, c'est Antoine, on était sur ce dossier-là, j'attendais ta réponse. Cette approche-là m'a servi énormément au ministère. D'abord parce qu'elle était très exotique, les gens n'étaient pas habitués à ça, alors c'était un peu déstabilisant, puis dans ce temps-là, ils se disaient, lui, il m'énerve, il me dérange, donc je vais lui donner sa réponse rapidement. Rappelez-vous l'histoire dans Astérix, la maison des fous, là. À un moment donné, à la fin, il donne le certificat parce qu'il est excédé. C'est exactement ça. C'est vrai que ça marche comme ça, puis ça fonctionne, cette technique-là. C'est là que je l'avais apprise, d'ailleurs. Et donc, pas de blague, il y a moyen de faire efficacement et rapidement. Et ça, ça dépend de la volonté. Puis la volonté, elle vient de deux places. La volonté, elle peut être éminemment politique. Une volonté presque top-down, c'est l'urgence, c'est une catastrophe, c'est une crise, une situation intenable qui va dans les médias partout, c'est le feu. Alors ça c'est un accélérateur inouïant. Parce qu'il y a deux vitesses au ministère, il y a la vitesse de la lumière et il y a la vitesse parfaitement arrêtée. Il n'y a rien entre les deux. Alors, vitesse de la lumière peut venir de ça, peut venir de cette idée d'un ascendant politique très fort, ou peut venir d'une espèce de travail de fond de la fonction publique, parce que c'est à ça qu'elle sert aussi, ils vont dire des choses qui n'ont pas de bon sens, on va travailler ça, on va travailler des programmes, des choses qu'on a faites. Et ça peut être extraordinaire quand un ministre vient dire « Wow, ma fonction publique, ma gang de travailleurs ont fait un bon travail, puis je vais essayer de faire avancer mes règlements, mes lois en cohérence avec ça. » Mais à la fin, c'est toujours l'arbitrage politique qui va dire « Cette belle idée-là, là, si ça marche, si ça rentre dans le cadre de ce que les citoyens puis les électeurs, les électrices attendent, parfait, on embarque. Mais si c'est pour faire du bruit, ça va déranger, puis là, les communications disent « pas sûr que c'est une bonne idée », puis là, les stratèges politiques, avec les élections qui s'en viennent, faire un move dans cette direction-là, c'est ça qu'on veut. Mais ces deux voies-là de construction, de transformation, sont toutes les deux très bonnes. Mais une, comprenez, très top-down, une autre très bottom-up, avec à travers un jeu complexe pour s'y promener, puis réussir toujours à travailler des dossiers de fond, puis être prêt quand quelque chose arrive. Puis de l'autre côté, être capable quand même de répondre aux urgences de façon vitesse de la lumière. Alors, c'est un peu ce monde-là avec lequel on compose dans cette grosse machine-là. C'est compliqué.
Et ça me paraît très compliqué, mais bon, je pense que tu as su bien comprendre et tirer ton épingle du jeu, puis essayer d'amener des dossiers très rapidement, des dossiers prioritaires ailleurs. Ça, je le sais, Antoine. Euh, Hey, dis-moi juste pour le fun, là, parce que dans le système de santé, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans des positions de pouvoir, d'influence. Si je te nomme des acteurs dans des positions, tu me dis, OK, ce poste-là pourrait aider, parce que, tu sais, nos sergents dans Living Lab, c'est des futurs leaders, là, je te le dis tout de suite, là, ils sont vraiment très inspirants, très motivés. Il y en a qui ont 20 ans là-dedans, première année de médecine. Il y en a qui ont fait d'autres formations à différents égards, mais je suis convaincu qu'ils vont jouer un rôle important. Alors, quel est le meilleur rôle? Où est-ce que tu vas mettre ton temps si tu veux vraiment changer quelque chose? Je te nomme des postes, par exemple. Doyen d'une faculté de médecine, c'est quoi son influence? C'est à mettre 1 heure comme doyen, OK, versus 1 heure comme sous-ministre, 1 heure comme ministre. C'est quoi ton impact? Doyen. Ish. Tu peux te dire, ah, fais pas ça, man, c'est une bureaucratie. Ou, écoute, non, si tu veux. C'est une question vachement complexe. Charles, je te dirais, ça va être difficile pour moi de répondre. Ça va vraiment dépendre plus de ce que tu veux faire. C'est quoi l'objectif à accomplir? Puis là, probablement qu'il y a des tracks que je serais capable de dessiner un peu mieux en disant ça, c'est la track plus efficace. J'ai envie de répondre à ta question, où est-ce qu'on peut avoir plus d'influence? Just watch me, là. Moi, je l'ai essayé, là, puis ma lecture, c'est que c'est pas là que ça va se passer. Je suis revenu vers le terrain, vers les citoyens, les patients que je veux activer, revenir vers des projets d'activation beaucoup plus terrain qui sont portés par des cliniciennes, des cliniciens, portés par des gestionnaires de premier niveau, des partenaires patients, appuyés sur la science, les chercheurs. C'est ça qu'on fait à l'unité de soutien. Ça, c'est ça à quoi je crois pour transformer notre système comme moi, j'aspire à le faire. On a certains barreaux, certains empêchements qui proviennent du monde de la formation, du monde des universités. Puis dans ce cas-là, je te dirais, bien, pour ces éléments-là, avoir un doyen, une doyenne qui a un ascendant fort, est capable de mener son équipe, ses chefs de département, ses départements vers l'objectif à atteindre, ça peut être vraiment précieux. Puis c'est un élément, c'est un rôle pivot quand même. Doyen, c'est pas juste une figure de proue, là. Ce sont des gens qui doivent et peuvent et ont un leadership, ont une vision, puis peuvent transformer une université. Même si une université, c'est une patente conceptuellement extrêmement, au Québec, en tout cas, extrêmement conservatrice et rigide. Ce n'est pas une patente souple au Québec. On a des modèles américains, puis à travers le monde, d'universités complètement éclatées qui essaient des affaires. En fait, probablement que l'université de Sherbrooke, là, je ne parle pas pour mon alma mater qui est Laval, mais Sherbrooke au Québec est probablement l'université où être un doyen a le plus grand potentiel de permettre à des leaders comme vous autres de s'exprimer puis d'essayer des affaires. Parce qu'il y a un peu moins d'historique, il y a un peu moins de... Alors, c'est une université qui essaye des choses, qui tente, qui teste, puis qui fait des innovations étonnantes, puis souvent right on, tu sais. Alors, Sherbrooke est probablement comme ça. À l'opposé, Montréal, Laval, ces deux universités-là, puis là, je parle des universités ou des facultés de médecine que je connais mieux, là, mais Laval, Montréal, gros historique, des universités de centenaires, la dynamique est plus difficile. Puis pour un doyen, probablement, de tirer son épingle du jeu dans cet environnement-là, plus difficile, plus challengeant. Maintenant, un défi, ça peut être le fun, là. Mais tu sais, vous voyez comment j'aborderais ta question. C'est vraiment d'y aller sur qu'est-ce que tu veux changer, quel est ton nœud. Et en se basant sur le nœud, la chose que tu veux transformer, le nœud à défaire, bien là, certaines de ces fonctions-là peuvent devenir extrêmement critiques et importantes et d'autres moins. Eh bien, puis intéressant, puis là, on comprend aussi que de travailler avec les citoyens comme unité de soutien, avec les patients partenaires, etc., la population, ça a un impact vraiment important. On y croit beaucoup dans Living Lab à ce concept-là. Maintenant, chercheurs, tu as des chercheurs qui ont des chaires du Canada. Je pense par exemple à notre amie Mylène Breton qui a beaucoup, gros impact sur le gap, beaucoup de données. Comment est-ce que les chercheurs ont de l'influence par rapport aux décideurs? Moi, je perçois une influence croissante de la part du monde de la recherche sur les décideurs. On l'a vu dans la pandémie comme on ne l'a jamais vu auparavant, là, où il y a eu même un mouvement, puis vous voyez encore une fois, c'est un mouvement citoyen qui a dit « Hey, là, attendez une minute, là. Quand le directeur de la santé publique parle, c'est-tu le politique qui parle ou c'est le scientifique qui parle? » Puis les gens, les citoyennes et les citoyens du Québec ont demandé
On peut-tu faire la part? Pouvez-vous nous aider à faire la part des choses, de nous dire quand c'est le politique qui parle, puis quand c'est le scientifique, ça nous aiderait. Et le politique a capté ça, puis a dit, ah, très bien, je vais vous témoigner que mes orientations politiques s'appuient sur le scientifique. Et là, on a vu un petit mouvement qui a probablement été un peu accéléré par la pandémie c'est bien de prendre des décisions en s'appuyant sur la science. Vous voyez des villes comme la ville de Longueuil, la ville de Laval, des grandes villes du Québec qui embauchent des conseillers scientifiques à la ville pour être capable d'interpréter les données probantes, les données de la science pour transformer les choses. Quand on voit ça émerger, ben on se dit, voilà, il y a des décisionnaires qui commencent à comprendre que la science a une valeur. Quand on voit toutes les innovations et les connaissances qui sont tablettées, qui ne servent à rien, puis qu'on les met en évidence, ça, c'était sa tablette, puis on le savait, puis on l'a juste pas utilisé. Alors, il commence à y avoir, je pense, cet intérêt-là. Et donc, le potentiel dans le futur du rôle de chercheuses et de chercheurs comme influenceurs est croissant. Je pense que c'est un rôle qui va devenir exponentiellement important. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un rôle qui est encore très fort, mais je suis convaincu du potentiel de ce rôle-là. C'est ça ma réponse. Intéressant. Président de la FMOQ, FMSQ. Alors, ça, je dirais exactement l'inverse. Ce sont des rôles qui, aujourd'hui, ont une influence massive. C'est hallucinant le pouvoir de lobby de ces organisations-là. Et c'est tout à leur honneur. Là. Bravo, je leur lève mon chapeau. Ce sont des syndicats qui, pour de bonnes et de moins bonnes raisons, sont parvenus à avoir un ascendant sur l'organisation de services qui est inouï. Toutes les deux, d'ailleurs, se présentent comme des fédérations professionnelles. C'est une affaire, c'est une bullshit totale, cette histoire-là. C'est deux syndicats, mais en se présentant comme des fédérations professionnelles et en s'occupant de développement professionnel continu médical, envoie un message à la population entière que nous, on s'occupe de faire que vos docteurs soient des bons docteurs qui vous soignent bien. Ceci est une bullshit absolue. Ce sont deux syndicats extrêmement brillants, bien organisés, bien financés, bien structurés, mais dont l'intérêt premier est de défendre les intérêts pécuniaires de leurs membres. Ça, c'est la vraie vérité. Là. Puis, c'est écrit, vous allez à la FMOQ, là, il y a une belle pancarte là, laminée dans la salle d'attente qui dit exactement ce que je viens de vous dire. Bon, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils sont tordus, mais ils disent qu'ils sont là pour défendre les intérêts des docteurs. Alors, le pouvoir d'influence, il est là, mais à mon avis, les citoyens et les citoyennes du Québec en ont soupé de cette influence-là. Et on arrive à un stade où cette influence, pour de mauvaises raisons, des raisons pécuniaires, n'aura plus sa place. Alors moi, je vois une influence très élevée aujourd'hui avec une vocation qui va aller en s'effondrant pour ces syndicats, beaucoup trop puissants. C'est correct d'avoir un syndicat qui défend bien ses membres. J'en suis un membre. Alors, je suis membre de la FMOQ, là. Je suis membre de ce syndicat-là, puis tant mieux qu'ils me défendent bien pour ça, mais qu'ils arrêtent de prétendre faire le reste. Et c'est ce pouvoir d'influence-là que je remets en question. Et Collège des médecins, on voit que de plus en plus, là, ils prennent position à certains égards dans l'organisation des soins. Alors, Collège des médecins, je vais le placer entre les deux. Donc, je ne vois pas un potentiel extraordinaire et rayonnant, mais je ne vois pas non plus une déchéance comme avec les syndicats. Je pense que c'est une organisation qui se colle de mieux en mieux à son mandat, qui pendant longtemps a été une organisation très corporatiste, qui protégeait beaucoup les docteurs au lieu de protéger le public. Vous savez, les ordres professionnels, c'est pour protéger le public, c'est pas pour protéger les membres de leurs ordres. Alors, c'est de s'assurer que les membres des ordres fassent les choses correctement et que ça protège le public. Je pense qu'ils sont en train de faire, eux aussi, grâce à des interventions citoyennes, des interventions grand public, sont en train de faire cette bascule et s'intéresser davantage à protéger le public que les docteurs. Alors, le Collège des médecins, je pense que c'est un espace où il peut y avoir éventuellement, si réellement ça devenait des alliés du public, dans une perspective de dynamisation, d'autonomisation citoyenne, je pense que les ordres professionnels pourraient avoir un ascendant beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, une voix qui porterait beaucoup mieux aussi aux instances décisionnelles qu'elle ne le fait aujourd'hui. Ça ne sera jamais glorieux, mais je pense que ça va être important, ça va être un chaînon c'est une brique d'assise assez essentielle pour la fondation d'influence qu'on va avoir dans notre monde de la santé. Oh, fascinant, j'adore ta franchise, ta vision, Antoine. Ça a tous les défauts de la qualité, hein, je te rassure, Rick. J'aime vraiment ça. Puis, si on pense à des personnalités
publics, comme notre amie Joanne Liu, qui participe au Living Lab, qui, en début de pandémie, elle revient de Médecins sans frontières, là, qui est la top au monde. Et puis, ben, dans le fond, on ne l'a pas vraiment invité à la table pour discuter de tout ça, pour avoir un rôle. Le public, la population la réclamait. OK? Puis elle va dire, ben, moi, je ne suis pas médecin de santé publique, je suis un urgentologue. Oui, j'ai de l'expérience en pandémie, mais elle est très modeste, elle n'a jamais critiqué personne. Mais cette personne-là a beaucoup d'influence. Alors, c'est quoi le rôle de personnes comme elle dans le système de santé pour faire bouger les choses? Je vais distinguer deux types de... Je vais les appeler des vedettes, là, puis vous nuancerez dans vos têtes, là, mais j'ai deux types de vedettes. Il y a le premier type de vedette, c'est des Joanne Liu, là, qui est le type, vous allez le comprendre rapidement, que j'estime davantage, qui est un individu qui développe une expertise extraordinaire dans un domaine X, Y ou Z, et qui, par cette voie-là, devient quelqu'un d'incontournable. Alors, il devient incontournable pour le grand public, et puis forcément, pour les mêmes raisons que je vous expliquais tout à l'heure, pour des décisionnaires, ça devient aussi une personne incontournable. Quand tout le public dit ben, il faut écouter ce que cette personne-là a à dire, les décisionnaires vont finir par dire bon, on va aller l'écouter. Maintenant, je vais nuancer, ils ne vont pas l'écouter, ils vont l'entendre. Okay? Elle va toujours être entendue. Alors, je suis persuadé, j'ai eu l'occasion, comme plein d'autres vedettes, d'aller partager leur expertise à des tables politiques qui recueillent cette science, ce savoir théorique, expérientiel, parfois extraordinaire et combinant les deux, et qui décident politiquement, ça passe ou ça passe pas. Hein? Je reviens avec l'arbitrage dont je parlais tantôt. Là, sur le plan politique, ça tient-tu la route, cette affaire-là? Si la réponse est non, malheureusement, c'est mis de côté. Alors, le défaut de ces vedettes-là, à mon avis, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup une approche stratégique. Je pense qu'elles seraient capables d'avoir une influence très forte si elles acceptaient de nuancer ou d'emballer dans un emballage contemporain, donc pertinent à l'environnement prévalent au moment où ils font leurs recommandations. Je pense que si ça arrivait, ils seraient probablement capables d'avoir beaucoup plus d'influence qu'ils en ont actuellement. Mais souvent, ces gens-là, ces vedettes, deviennent un peu des apôtres d'une doctrine définie et inaltérable. Et ils vont aller plaider, puis Dieu sait que j'en ai vu des gens comme ça venir plaider au ministère, c'est ça la vérité, puis c'est ça qu'il faut faire, puis si tu mets un pied à côté de ça, c'est de la merde ce que tu fais, puis c'est aussi carré que ça. Là, on reçoit ça, puis on fait, écoute, c'est dommage, tu nous aurais juste pas dit que c'est de la merde, mais en faisant ça, ça serait pas pire, ça serait déjà mieux que ce qu'on s'aligne pour faire, mais on peut-tu trouver une espèce de terrain d'art? Si ces gens-là étaient minimalement plus souples, je pense qu'on ferait beaucoup de points. Et l'autre type de vedette, c'est des vedettes que j'estime moins parce que malheureusement, la plupart de leurs interventions sont au final pas tant gouvernées par l'apparence de bonnes intentions, mais par des intérêts pécuniaires. Et ça, il y en a aussi beaucoup. Puis c'est vraiment le deux types de vedettes qui viennent nous voir. Là. Des vedettes comme ça, qui souvent, ils ne vont pas demander de rencontre. Hein. Souvent, le premier type de vedette, des Joanne Liu, là, elle ne se pointe pas au ministère. Elle attend qu'on l'appelle. Quand quelqu'un l'appelle, elle dit présent, mais elle n'est pas là à pousser. Le deuxième type de vedette, il appelle au ministère toutes les semaines en disant comment ça se fait que tu ne me demandes pas mon avis? Je suis tellement extraordinaire, j'ai tellement des choses fantastiques à dire. Fait que c'est une belle façon d'arbitrer dès le départ à quel type de vedette on a affaire. Mais ce deuxième type-là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas moins d'influence. Parce que dans certains cas, celui qui crie comme ça très fort et qui est reconnu, dans un monde médiatique comme le nôtre, est capable d'aller chercher un ascendant populaire et donc politique très fort. Alors, lequel est le meilleur? Moi, je vous ai donné mon aperçu de comment je le voyais depuis quelqu'un qui vise à améliorer les pratiques en s'appuyant sur la science et les données probantes. Mais d'un point de vue d'influence, je pense que les deux types peuvent avoir autant d'influence l'un que l'autre, voire même le second type avec encore plus d'influence que le premier, alors que si c'était mon choix, je choisirais l'autre bord. Ah, c'est fascinant. Et finalement, une catégorie qu'on n'a pas parlé, PDG d'un SUS. Quel pouvoir ont-ils vraiment? Puis, parce que, tu sais, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent jouer un rôle d'influence et tout. Qu'est-ce que tu penses d'eux dans la structure? Donc, tous ces gens-là, toutes les catégories de personnes, de fonctions que je t'ai nommées, tu as travaillé avec au ministère. Des gens qui n'accompagnaient à ta porte ou tu avais à interagir. Alors, PDG. Les PDG, là, je ne veux pas être cruel, parce que j'ai beaucoup de collègues et d'amis PDG, là, mais je ne veux pas être cruel dans ce que je vais dire. Alors, prenez pas les choses nécessairement au pied de la lettre, mais je vais nommer 2-3 choses un peu crûment.
La première, il y a beaucoup de postes de PDG qui sont vacants longtemps. Si c'est un poste qui était extrêmement excitant et valorisant, je pense pas que ces postes-là seraient vacants. On ne courrait pas après les PDG. Okay? Je ne suis pas en train de dire que les PDG qui sont choisis ne sont pas bons, là, mais il y a tout un travail de recherche, de dialogue, d'échange qui fait en sorte qu'au final, on finit par doter correctement un poste de PDG dans un de nos grands établissements au Québec. Alors, d'après moi, ça veut surtout dire qu'on ne s'occupe pas bien de ce poste-là ou qu'on place son détenteur dans une position qui n'est pas spécialement confortable. Alors, par rapport à des PDG d'entreprises à employés comparables, on parle de salaires qui sont de l'ordre de 2 à 10 fois moindres que ce qu'on verrait dans des compagnies comme ça. Vous imaginez les Top Gun de notre ministre, là. C'est super des Top Gun, mais un Top Gun, ça coûte 10 millions par année. On ne paiera jamais ça à un employé de l'État. Ça serait socialement inacceptable. Puis bon, je vous épargne, mais vous voyez un peu l'écart. Alors déjà, ce sont des gens qui ont une vocation profonde de servir le réseau. Et par ce caractère noble, quant à moi, ils ont une influence réelle. Okay? Le fait que ce soit des personnes qui donnent leur vie, leur temps, leur pas de vie, finalement, ils n'ont plus de vie quand ils prennent ces jobs-là. Quand ils donnent toute cette énergie et cet amour au réseau, ben, ils amènent un respect évident. C'est un respect qui ne peut pas leur être retiré quand ils interpellent le ministre, quand ils interpellent la fonction. On respecte ces gens-là pour presque leur dévouement à la société. Ils s'y dédient. Alors ça, c'est peut-être le côté d'influence fort. Maintenant, d'un établissement à un autre, il y a une compétition qui s'installe aussi. Quel établissement est le plus universitaire, fait le plus de recherche, le plus de fonds, le plus gros CHU, le plus gros CIS, le plus gros CIUS, celui qui performe le mieux, le moins de déficit, le plus de déficit dans un environnement où le volet économique est complètement boiteux, là, où ça ne vaut absolument rien de dire que lui fait de l'argent et l'autre n'en fait pas. Il y a une compétition naturelle qui s'installe. Puis évidemment, il y a des vedettes, des gens qui réussissent à sortir du lot avec une meilleure figure, plus brillant. Mais ces gens-là sont estimés parmi des personnes estimées et obtiennent à ce moment-là un ascendant influent fort. Alors, je pense que ces postes-là de hauts dirigeants dans les CIS et les SUS, ça demeure des espaces où il y a un pouvoir d'influence qui est notoire, qui est marqué, qui est intéressant. Mais de là à vous dire que ce sont des postes faciles ou des postes où tout va bien, jamais. Puis je vais finir en vous disant que le rôle que beaucoup de PDG perçoivent souvent au premier plan quand ils sont nommés, c'est de protéger le ministre. C'est même pas de gérer leur grande organisation, c'est de s'assurer que ce qui va se passer dans leur organisation ne créera pas tort aux politiques. Alors, quand des PDG ont cette perception-là, puis je ne dis pas que c'est l'affaire de tous et toutes, vous l'aurez compris, mais je sais que certains pensent, je l'ai entendu dire, quand c'est comme ça que tu perçois ton rôle de grand dirigeant d'une organisation, pas glorieux. À l'opposé, si d'abord et avant tout, tu te vois comme le porteur d'un message, d'un sens pour l'ensemble des milliers, des dizaines de milliers d'employés dont tu te fais finalement la figure de proue, est-ce que ça peut être valorisant? Est-ce que ça peut avoir d'influence? Bien, totalement, c'est un beau poste. C'est fascinant. Jenny, on n'a jamais posé ce genre de questions-là dans toute l'histoire et on a toute une personne pour y répondre. Antoine, dis-moi le projet de loi 15. Je ne te demande pas de commenter tout ça, là, ça va être trop long, puis c'est complexe et tout, mais simplement le processus. Donc, le ministre a lancé ça. Moi, je prétends, écoute, mon feeling de l'extérieur, je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de consultations avant de mettre ça en place. Des consultations avec du monde à l'extérieur. Probablement que quand tu prends des décisions comme ça, tu as peut-être d'anciens PDG qui sont sur des conseils. Tu as des gens quand même intelligents, des gens qui peuvent informer les gens, mais à quelque part, c'est quand même un processus un peu secret. Puis là, tu mets ça sur la table et là, tu passes le projet et là, ils vont en espèce de consultation, je pense, de ce que je comprends. Jusqu'à quel point, premièrement, ça va prendre combien de temps, mettre ça en exécution, et jusqu'à quel point, une fois que tu arrives à la fin de ce processus-là, le truc est soit mort ou est soit comme complètement dilué ou finalement, alors, qu'est-ce que tu penses de ce processus-là? On s'attend à quoi, là? En combien de temps? Ta prédiction de comment ça fonctionne en général, sans...
Il y avait beaucoup de questions dans ta question, mais je vais me Oui, concentrer sur ma lecture du processus d'une loi. J'en ai oui, écrit plus d'une. Alors, écrire une loi, ça peut se faire une fin de semaine sur un coin de table, puis ça peut être adopté lundi. Donc, on peut parler des lois spéciales puis décider ça. Des lois mammouths, comme le PL15, c'est exactement l'opposé. Ça ne peut pas s'écrire sur un coin de table une fin de semaine. Okay? C'est une loi qui regroupe plein d'intentions législatives. Il faut savoir qu'il y a plein de projets de loi qui, comme tu l'as dit, finissent jamais nulle part. Ils ne se rendent même pas publics. Ils restent dans la machine ministérielle. Souvent organisés par la machine. Je vous parlais tout à l'heure de la fonction publique qui peut organiser des choses, des règlements, des lois. Là. Il y en a plein qui émanent de ça puis qui iront nulle part. Mais des fois, ils ont des petits bons morceaux, puis des affaires, on dirait ça, il faudrait qu'on reprenne ça. Puis des fois, ils font ce qu'on appelle des omnibus, qui sont des lois qui récupèrent plein de petites grenades, qui apportent des corrections à plein de petits détails dans une loi. Ça, on appelle ça une loi omnibus. Puis on a des lois mammouths, comme la loi 15, qui, elle, ne corrige pas des petits bouts dans les lois existantes, mais prend des pans de lois qui n'ont pas été adoptés, qui récupèrent des morceaux de lois qui ont été mal interprétés, qui les transforment complètement, qui restructure le réseau complètement, qui modifie un nombre incalculable de lois de façon très significative. Ça, c'est des lois mammouths. C'est une loi qui m'a pris des jours à lire, là, puis à interpréter, puis à essayer de... C'est long en sapristi, là. Alors, dans le processus de rédaction, c'est pas vrai que ça s'est fait une fin de semaine sur un coin de table. Ils ont dû mettre des centaines d'heures et cumuler là, tous les individus, des milliers d'heures là-dedans. Y avait-tu des consultations formelles en amont? Non. Puis là, dans le processus, je vais vous dire une chose qui est bizarre, là, mais quand on dépose une loi, on n'a comme pas le loisir de consulter avant le dépôt à l'Assemblée. La manière dont notre structure législative est faite au Québec, là, dans une monarchie constitutionnelle, il faut qu'on fasse un dépôt de quelque chose à l'Assemblée, puis après, on a le droit de consulter. Puis si on ne fait pas ça, c'est un outrage à l'Assemblée. Okay? C'est comme si on disait aux élus, là, vous ne savez rien, parce qu'au final, les élus, bien, ils sont supposés être consultés sur des projets, sur des thématiques de loi. Donc là, de plus en plus, on voit des lois qui sont thématiques, moins de règlements, donc on ne sait pas exactement ce qu'elles vont faire. La loi 15 en est un exemple probable. Il y a beaucoup de choses qui disent, bien, ça, on va faire un règlement du ministre, puis ça va être un règlement, puis ça va être un règlement. Puis là, le règlement, il va dire quoi? Parce que je voudrais bien chialer ou être content, là, mais je ne sais pas ce que le règlement va dire. Ah, bien, on sait que ça va parler de telle chose. Oui, vous allez dire, ah, ça va parler de telle chose. Fait, quand on va aller en consultation, on va s'inspirer des consultations pour planifier les règlements et le reste. Mais dans le processus, il faut que ce soit des consultations à très haut niveau. Qu'est-ce que vous pensez de la météo cette année au Québec? Il fait beau, il fait beau. Ben, des journées, il fait beau, des journées, il fait moins beau. Oui, mais OK. Et qu'est-ce que ça va être demain, la météo? Ben là, je ne sais pas. Demain, on n'a pas, il faudrait voir la planification. Alors, tu sais, le concept du temps, le beau temps, et le concept de la météo, de l'heure ou du jour ou du moment, là, c'est vraiment ça qui va animer un très long processus. Une fois qu'on arrive au bout de ça, que tous les articles ont été discutés, je dirais contestés, mais au moins discutés, que des consultations externes vont avoir été faites sur chacun des articles les plus croustillants, bien là, on arrive avec un projet de loi qui va être voté. Puis une fois qu'il est passé, avant que ça soit appliqué, on peut parler d'une année, peut-être une année et demie, et avant que tous les règlements qui sont mentionnés dans ce grand projet de loi soient fonctionnels, ça peut prendre 20 ans. Alors, tu sais, il va en avoir plusieurs là, qui vont être mis en place rapidement, mais il y en a qui vont prendre des années. On a encore plein de potentiels règlements dans nos lois actuelles là, adoptées depuis belle lurette qui n'ont pas de règlement. Les règlements n'existent pas encore, ils n'ont jamais été faits. Ce n'est jamais arrivé qu'on l'a fait, mais dans la loi, c'est écrit qu'un jour, il y aura un règlement du ministère ou du gouvernement là-dessus. C'est un processus long, complexe, et où la consultation, malheureusement, elle est rarement faite de façon officielle en amont du dépôt de tel projet. Wow. Tu devrais donner des cours là-dessus. Tu en donnes probablement là, dans le nouveau programme de gestion, là, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent parler de ça comme tu le fais, Antoine. Écoute, une petite question comme ça. Ministre de la Santé que tu as connu. Donc, nomme-moi ton top 3 ministres de la Santé que tu as connu. Brièvement, que tu dis, OK, ça pour toutes sortes de raisons, tu sais, ou dans l'histoire, il n'était plus là peut-être, tu sais, que tu as entendu, puis que pour telle raison, tu sais, juste rapidement en rafale, il peut juste en avoir un, il ne peut pas en avoir, si tu veux, mais tu sais, que tu dis, ah, vraiment, là, tu sais,
cette personne-là, moi, je pense qu'elle a fait vraiment une grande différence. Ce qui m'inquiète de répondre à cette question-là, c'est que je vais avoir l'air un peu têteux, puis je ne veux pas que ce soit ça. Tu n'as pas répondre si tu veux. Là, non, mais je réponds toujours pareil. Oui. Je pense que le ministre qu'on a actuellement, je l'estime beaucoup pour une raison. C'est un gars qui n'a pas peur de s'appuyer sur des données. Et je pense que le ministre Dubé, pour moi en tout cas, c'est la plus belle qualité. Quand je vous parle de l'importance d'appuyer les décisions sur la science, sur des données objectives, des données robustes, des données de qualité, je trouve que c'est notre ministre qui a travaillé le plus fort à obtenir des données de qualité et à être capable de faire en sorte que les fonctionnaires les utilisent, que les gens du réseau les utilisent. C'est pas encore parfait. Il y a une volonté de le partager aussi avec les citoyens que je trouve exemplaire, qui est nouveau genre. C'est peut-être juste que c'est le timing. Mais ça, c'est ce que je reconnais du ministre qu'on a actuellement, au-delà des choses qu'on peut lui critiquer, puis je n'embarque pas là-dedans. Je vous ai parlé de Barrette ad nauseam. Je ne vous parlerai pas de Mécan, qui a été une étoile, pas nécessairement une étoile, mais en tout cas filante dans notre monde de la santé. Et je vais vous parler peut-être du prédécesseur, là, je cherche son nom, Régent Hébert, qui était là quand je suis arrivé. Régent Hébert, qui avait une qualité... lui aussi, en tout cas, je pense, lui avait des qualités humanistes que je trouvais vraiment impressionnantes. Après un Yves Bolduc, qui avait été un personnage extrêmement mathématique, mais avec toutes les qualités que ça apporte aussi. Yves Bolduc, c'est un être qui n'a pas l'interaction la plus sympathique là, quand on jase avec lui, mais c'est un bonhomme extrêmement brillant et qui avait une rigueur méthodologique qui était exemplaire. Fait que, je trouve que tous les ministres de la Santé qu'on a eus dans les 15-20 dernières années sont des ministres qui avaient chacun et chacune tous des couleurs ou des caractéristiques qui étaient nobles, heureuses et fantastiques. En fait, si on les avait toutes combinées dans un même ministre, là, on aurait vraiment le super ministre qu'on cherche là, depuis toujours. Mais en attendant, je dois avoir un faible pour notre ministre qui a aussi aidé à passer le règlement sur la circulation des renseignements de santé, là, qui était la plus grande épine de Damoclès, pas de Damoclès, l'épine dans le pied que nous avions au Québec en matière d'amélioration de nos services de santé, l'incapacité qu'on a d'utiliser des données qu'on a même à portée de main. On ne peut pas les utiliser parce que ça, c'est dans l'établissement 1, ça 2, ça dans une clinique. Alors puis ça, on le fait avec les patientes et les patients aussi. Je trouve que c'est important de le nommer. Là, c'est en travaillant sur une transparence dans la démarche, le processus. C'est encore les citoyennes et les citoyens qui nous ont aidés à faire passer un règlement qui parlait de processus. Celui-là, c'est renseignement de santé. J'étais à l'école de médecine, puis on commençait à travailler cette révision-là il y a 25 ans. Là. Fait que ça a pris 25 ans de cheminement, puis donc, 2014, avec l'État des santé, on était sur le point de sortir ça, puis ça a encore pris un autre presque 10 ans avant que la loi sorte puis soit mise de l'avant. Fait que vous voyez, c'est des processus interminables, des fois, des générations ont le temps de passer, c'est quelque chose. Mais au final, ici, c'est un mouvement citoyen, je pense, qui a été le trigger à la fin, parce que ça a montré au gouvernement que politiquement, les citoyennes et les citoyens du Québec étaient prêts à ce que les renseignements de santé circulent. C'est une autre belle victoire citoyenne ici. Et que t'es têteux. Non, c'est une blague. Écoute, je dois dire, j'ai entendu rien de négatif sur M. Dubé, de par mes collègues qui sont dans des associations qui transigent avec lui, des gens qui ont travaillé au ministère avec lui. L'actualité a fait un grand numéro. On va voir ce qui va se passer maintenant avec cette réforme-là, mais il pourrait passer à l'histoire comme un des grands ministres de la Santé du Québec. Là. OK? Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus, puis et je ne suis pas têteux, moi non, pas tant que ça non plus. Là. Antoine, deux petites questions rapides. Donc, écoute, nous, on a publié beaucoup de papiers sur les urgences rurales. En fait, depuis les années, ça a commencé dans ton temps. On a démontré des choses scandaleuses. 3 fois plus de morts. C'est un accident dans une région rurale versus urbaine. 25 de taux de mortalité à 30 jours, lorsque tu fais un accident, tu as un accident cérébrovasculaire en région rurale versus urbaine. Études à travers le Canada. Vraiment, on a fait notre effort pour décrire l'accès aux soins et aux services, les transferts, les délais des transferts. Puis là, on a parti le Living Lab Charlevoix. Puis donc, toi, tu nous suis un peu d'ailleurs. Juste te dire pour les gens, tu sais, Antoine, quand même, avec toutes ses fonctions, il nous a appelés à plusieurs reprises. Il nous a invités à faire un peu ce concept d'entrevue-là chez lui avec l'unité soutien. On était très touchés de cette invitation-là.
Et donc, ça va avec la qualité d'un leader qui est vraiment quelqu'un qui a de l'empathie, qui écoute, qui veut comprendre tout ça. Dis-moi, tu vois ça de l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait dans les urgences rurales? Honnêtement, nous, on dit qu'on n'a peut-être pas réussi à changer grand-chose jusqu'à maintenant. En tout cas, certainement pas autant que les gens dans les régions rurales le méritent. Ma question, c'est, as-tu un conseil à nous donner? J'en ai un seul à vous donner. Toutes les transformations, les changements, faites-le avec la population. Je pense que votre Living Lab, c'est au cœur de ce qu'il a en tête, c'est de le faire avec la population. Puis là où je vais en mettre une couche de plus, c'est de dire, faites-le avec une population qui dispose de toute l'information dans un format intelligible, vulgarisé, qui lui permet d'accompagner la réflexion, pas seulement en plaidant le pas dans ma cour ou oui dans ma cour et nulle part ailleurs, ou plus dans ma cour que toutes les autres. Ça devrait toujours aussi le pourquoi. Pour quelle raison ça ne devrait pas être dans ta cour? Pour quelle raison ça devrait être dans ta cour? Et quelles données, quelle science permet d'appuyer ça? Fait que mon conseil, c'est de le faire avec les citoyens, puis ça, je n'ai pas besoin de te le dire parce que vous le faites déjà, mais des citoyens informés. La littératie en organisation de services, en santé au sens large, ça va être la clé. Si nos citoyens comprennent qu'on n'est pas capable d'avoir de la neurochirurgie à Grande-Vallée, là, ben, puis c'est vrai que si tu te casses la gueule à Grande-Vallée, tu n'auras jamais les mêmes chances de succès que si tu te la casses dans le parking de l'hôpital d'Enfants Jésus à Québec, où il y a un centre de trauma tertiaire. Ça n'arrivera jamais. Il faut enlever ça de notre tête. Il n'y aura pas un neurochirurgien de garde 24/7 sur place à Grande-Vallée, dans un village de 5000 personnes au bout de la côte gaspésienne. Ça n'arrivera pas. Sachant ça, comprenant un peu ces grands enjeux, comprenant qu'on a un système qui doit rester pérenne, comprenons ça avec les citoyens. Partageons l'information qui, nous, comme décisionnaires, comme leaders, nous fait croire que voilà la chose qu'on devrait ou ne devrions pas faire avec les citoyens. Informons-les, traduisons l'information, vulgarisons-la, mettons-les dans l'équation comme des partenaires authentiques. Les villes commencent à embarquer, on le voit de plus en plus. La santé, ce n'est pas juste l'affaire du gros ministère de la Santé. La santé, c'est l'affaire de tout le monde. Les villes ont un rôle clé à jouer et c'est pour ça que nous, on s'est tourné naturellement vers le Living Lab Charlevoix puis voir comment vous le faisiez parce que ça fait partie de ce qu'on pense qui va permettre de réellement transformer le réseau, faire des Living Labs comme le vôtre. Bravo d'ailleurs. Merci beaucoup, puis merci pour tous ces conseils, Antoine. Puis moi, je vais te poser une dernière question avant de céder la parole à nos étudiants et aux gens du public. Il y a un des volets du stage, comme tu sais, c'est le volet wellness, santé, bien-être, c'est de prendre soin de soi. Écoute, t'enfonces des heures dans tout ce que tu fais. Il y a énormément de courriels, de textos, des lettres de soutien. Écoute, je peux même pas imaginer la complexité de ce que tu fais à tous les jours, les patients, Laurent, ta famille. Dis-moi là, c'est quoi tes 3 stratégies de wellness à toi? Qu'est-ce que tu fais pour te garder en santé? Puis qu'est-ce que tu fais, Antoine? Je vais vous en donner, je vais essayer d'en donner 3. Le premier truc, c'est un truc que tu as ou que tu n'as pas. Moi, je suis nourri, je carbure au travail. Les gens pour qui le travail, c'est un fardeau, c'est une charge qui leur permet d'avoir du plaisir dans leur vie et tout ça. Puis loin de moi l'idée de critiquer ça, c'est une caractéristique. Moi, ma caractéristique, quand je travaille, j'ai autant, puis parfois encore probablement plus de bonheur que quand je ne fais rien. Okay? Alors ça, je sais, ma femme est exactement l'inverse. Fait que je sais que les humains normaux sont comme ma femme. Fait que ça, c'est une caractéristique. Je ne peux pas le donner en conseil, mais je peux vous dire que moi, ça, c'est ce qui fait que travailler, ce n'est pas un fardeau, jamais. 1. 2, je ne ferais jamais tout ce que je fais en ce moment si je ne m'appuyais pas sur un système de gestion de tâches extrêmement sophistiqué et avancé que j'ai développé avant l'ère de l'informatique, là, avec des papiers jaunes dans mon TDAH historique, parce que oui, j'aurais fait ça même avec un TDAH non médicamenté, parce que ça n'existait pas dans mon temps, fait que moi, je l'ai pallié autrement. Alors, j'avais des murs placardés de petits papiers jaunes et de petits post-it. Ça aussi a évolué avec la technologie et l'informatique. J'utilise aujourd'hui, et là, je ne fais aucune pub et je ne fais pas d'argent avec ça, un logiciel qui s'appelle OmniFocus. Ça fonctionne, je pense, juste sur Mac, je ne le sais même pas. Mais il y a
2000 autres logiciels semblables là, qui existent sur Microsoft, sur toutes sortes d'autres plateformes, là, je pourrais vous en nommer. Mais ce système de gestion de tâches me permet de prendre le contrôle sur tout ce que j'ai à faire et de jamais percevoir d'être enseveli. Alors, quand je fais quelque chose, je décide de le faire délibérément dans une liste de choses que je pourrais faire. Alors, c'est moi qui garde le contrôle et je pense que ce contrôle-là est probablement une des choses les plus précieuses pour ne jamais me sentir dépassé. Quand je suis dépassé, je n'arriverai pas à faire tout ça, je déplace ça et j'organise. Ça prend beaucoup de sens d'organisation, blablabla, mais je vous dis, le logiciel de gestion de tâches, assez majeur. Et le troisième conseil que je pourrais vous donner, je sais pas. C'est difficile je pense que d'avoir une variété d'activités, ça a l'air d'être un fardeau, là, une variété d'activités. Mais moi, dans ma perspective, la variété, puis là, j'inclus là-dedans une famille. Moi, j'ai une famille occupante. Là, j'ai 4 enfants. J'essaie de m'en occuper du mieux que je peux. Puis tous les jours, je suis là avec eux. Le matin, j'ai mon 5 à 7 matinal, puis fin de journée, mes 2 5 à 7, c'est avec mes enfants. Cet équilibre-là entre le travail professionnel, familial, mes heures travaillées en clinique avec des patients, des patientes, mes heures à faire de la recherche, à faire de l'enseignement, à faire ce qu'on fait là. Cette variété-là, je pense que si je faisais qu'une chose, juste des patients du matin au soir, juste des trucs comme je fais là, juste de la famille, je capoterais. Et je pense que le fait de faire de la variété, au lieu de le voir comme une menace, on peut le voir comme une grande richesse. Puis de pouvoir enrichir chacun de ces morceaux-là, faire en sorte que quand il y en a un va mal, ben, tu en as 4-5 autres qui sont en train de t'aider parce que l'autre, ils vont bien. Puis quand il y en a 2 qui vont mal, il y en a 3-4 qui t'aident. Puis, alors, ça, c'est probablement une des clés aussi pour réussir à faire beaucoup, même si ça a l'air contre-intuitif. Merci. Puis je pense que si on avait plus de temps, tu serais capable de nous en proposer pas mal plus. D'ailleurs, la passion au travail, ça va dans ce que Mihaly Csikszentmihalyi, un grand auteur, grand psychologue spécialisé en créativité, a écrit un livre qui est cité par des présidents américains, etc. Ça s'appelle Flow. F-L-O-W. Si tu n'as pas déjà lu ça, tu vas te reconnaître là-dedans. C'est quand tu aimes ce que tu fais, tu te retrouves dans une espèce d'état où le temps passe vite, où c'est comme, tu es à la bonne place dans l'histoire. Antoine, c'est absolument fascinant. J'aimerais maintenant céder la parole à nos étudiants, Jenny, et à nos invités. Fait que là, Jenny gère ça comme moi, je suis tellement pompé, là, les gens ne me verront pas sur le podcast, mais je suis comme wow. Vraiment. Là. Bien, je vous invite à nous faire signe, ceux qui ont envie de poser la première question à Antoine. Là, je comprends qu'il faut que je fasse des réponses claires. Oui, courtes. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, on essaie de donner une ou deux phrases, puis bang, pour qu'ils puissent. Poser des questions yes-no. Alexandre. On va me voir dans mon écran, mais on va m'entendre dans un autre ordi parce qu'on est plusieurs stagiaires dans la même salle. Donc, ma question, c'était, vous avez vu plusieurs gouvernements, plusieurs types de gestion également. Puis, dans le stage, on voit c'est quoi le leadership, c'est quoi pour nous le leadership. On apprend à l'identifier et tout ça. Puis, je me demandais, c'est quoi les caractéristiques de bons leaders de gestion de la santé que vous avez que vous avez eu? En réponse rapide, je vais dire des choses qui sont galvaudées en réponse rapide. Là. Je vais vous dire l'empathie dans le réseau de la santé, des gestionnaires qui n'ont pas d'empathie. C'est pas pour rien que c'est toutes des cliniciennes puis des cliniciens qui deviennent des gestionnaires ou à peu près, là, puis qu'on va pas chercher des Top Guns chez Bell Canada ou TELUS, rien contre Bell, il n'y a pas peur ni TELUS, là, je peux toutes les nommer, Rogers. C'est pas pour rien qu'on va pas y chercher là, d'après moi, c'est qu'il y a une notion, je vous parlais tout à l'heure, les PDG, de leur engagement. C'est noble, ça. C'est des gens qui veulent transformer parce qu'ils ont eux-mêmes soigné, ils ont souffert, ils ont eu des moments de bonheur, ils veulent reproduire ces moments-là. Alors, l'empathie serait probablement la qualité numéro 1. La deuxième,
Je vais en nommer que 3. La deuxième, c'est l'organisation. Je pense que, je l'évoquais moi aussi, moi, si je n'avais pas eu le sens de l'organisation que j'ai, je pense que je n'aurais jamais eu l'efficacité qu'il y a plu à Rick. Je pense que c'est une autre caractéristique clé. Et le troisième, surtout à notre époque, c'est la capacité d'avoir de la vision, de pouvoir donner du sens. Moi, j'ai l'occasion de voir un paquet de postes, de toutes sortes de fonctions dans plein de mes compagnies, emplois ou autres, où on peine à recruter parce que le sens n'y est pas. Et puis nous autres, quand on affiche, puis qu'on témoigne, c'est quoi le sens de ce qu'on veut faire, puis où on s'en va. Je refuse des tonnes de candidatures dans tous les postes que j'ai affichés au cours des dernières années, alors que tout le monde court, puis des bonnes candidatures, là, pas juste des gens qui postulent pour rigoler, là. Alors, je pense que la force derrière ça, c'est le sens. Alors, être capable d'avoir une vision et d'être capable de traduire cette vision-là pour inspirer les gens, je pense que c'est la troisième caractéristique probablement la plus porteuse. C'est assez rafale, je passe vite. Merci. Morgane, est-ce que tu voulais poser une question? Oui, je cherchais comment lever ma main sur mon iPad, mais ma question, c'est dans quel poste de leadership vous avez le plus appris et pourquoi? Plus ça fait mal, plus j'apprends. Je ne sais pas si tout le monde est fait comme ça. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. Là. Dans la vie, on est content d'apprendre nos succès aussi. Là. On a un système dopaminergique qui fait que quand on réussit quelque chose, on a du bonheur. Mais échouer quelque chose et réussir après, donc partir de cet échec et réussir, ça crée une espèce de dopamine au cube qui est extraordinaire. Alors, les emplois dans lesquels j'ai le plus souffert sont ceux où j'ai le plus appris. Puis là où j'ai de loin le plus souffert, ça a été durant ma période avec Barrette au ministère, là, dans ces années de réforme. Même pas dans la période sous-ministre, parce que déjà là, la souffrance était un peu moins, on était plus en damage control. Mais dans les années qui ont précédé ça, ça a été, puis je réitère, ça a été parmi mes plus belles années. Ça a été des années extraordinaires, mais de souffrance quotidienne. Là. Et ces souffrances-là sont toujours accompagnées d'une espèce de récompense, entre guillemets, au sortir, où quand on finit par s'en sortir, on ressent une force, une capacité d'agir, une volonté d'agir, un intérêt de transformer qui est juste grandi là, suite à ça. Alors ça, je pense que c'est une valeur immense, puis c'est une espèce de kick là, comme on peut imaginer après le sport. Là, tu sais, les endorphines, le sport peut faire mal, monter une montagne, là, puis quand tu arrives en haut, l'espèce de drape d'endorphines que tu as, là, c'est probablement le même genre de feeling que ça donne de sortir de là. Tu es un peu frosté pendant quelques mois, quelques années des fois, et puis ça prend du temps à redescendre sur Terre. Puis c'est pour ça qu'on a aussi autant de reconnaissance à l'égard de ces personnes qu'on appelle des serviteurs d'État. C'est des gens qui se donnent corps et âme, puis qui se donnent comme dans, ils sont prêts à scraper leur propre vie, leurs affaires pour essayer de faire le travail auquel ils croient. Et puis, je l'espère le plus souvent auquel ils croient, parce que c'est horrible quand ils deviennent des pantins ou des marionnettes des décideurs politiques, là, ce que j'ai jamais accepté d'être. Et puis, voilà, ça serait le sens de ma réponse. Je m'arrête, c'est rapide. Réponds-tu, Morgane? Tu l'as lu? Oui, OK. À date, des très bonnes questions. Jean-Paul, est-ce que ça se peut que je vous ai vu avoir le goût de poser une petite question? Jean-Paul! Jean-Paul, on t'aime! En Pour tout fait, le monde, Jean-Paul, c'est un pilier du Living Lab, un gars qui a quasiment inventé la télésanté. En tout cas, bref, il a fait tellement d'affaires dans l'histoire du système de santé. Il connaît beaucoup de joueurs. C'était le professeur Dassan Alani, qui est un visionnaire total, nouvellement recruté à l'Université de Montréal. Jean-Paul, qu'est-ce que tu penses de cette entrevue-là, d'ailleurs? OK, bien, juste, Jenny, j'avais pas fait de signe pour parler. Je suis encore sous le choc de la présentation d'Antoine. Pour répondre à Richard, j'avoue que j'ai été très impressionné. Je dirais l'ouverture, la franchise, c'est clair. Puis en même temps, ayant vécu plusieurs de ces expériences-là, ayant été au ministère comme directeur
je revivais des choses de façon vraiment, je dirais, c'était des flashbacks énormes, dans un contexte différent et avec la réalité différente actuellement. Mais donc, merci beaucoup. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai beaucoup tu as fait le tour de beaucoup de choses qui ont une portée vraiment importante par rapport à ce qu'on peut faire avec ça. La préoccupation que j'avais par rapport à ce que tu as amené comme input, il y avait peut-être deux volets. Un, quand j'étais au ministère, on avait deux univers, nous autres aussi, à cette époque-là. Tu avais l'univers des technocrates, puis tu avais l'univers des gens qui étaient plus dans je dirais la planification, les orientations stratégiques, dans les finalités d'un système de santé, qui bâtissaient des politiques, par exemple, qui bâtissaient comme Paul Lamarche, il y avait un certain nombre de joueurs là, qui étaient plus dans le contenu, à la finalité santé, et qui croyaient beaucoup à l'importance de la décentralisation. Il y avait confiance au terrain pour faire des choses. Donc, il y avait une logique de construction d'un système où il y avait une décentralisation quand même importante. Il y avait aussi l'autre gang contre qui on se battait tout le temps, c'était ce qu'on avait pu classer dans la catégorie technocrate, qui, eux, partaient un peu sur le principe que c'est eux autres qui savaient. Puis il fallait que les autres gens qui disent au monde quoi faire. Puis donc, il y avait vraiment, là, c'était polarisé jusqu'à un certain point, le combat à l'interne du ministère. Et là, quand je regarde le projet de loi 15, j'ai comme l'impression de reconnaître la deuxième gang, c'est-à-dire un intérêt majeur sur la centralisation, sur la gestion, la partie gestion. L'efficacité porte beaucoup sur la production de services, beaucoup plus que sur les enjeux de santé, finalité, etc. Et la partie qui me préoccupe le plus, c'est le terrain. C'est le point que tu soulevais comme étant si important. Le terrain, la proximité, la population, la capacité de faire des choses, d'innover, d'avancer sur le terrain. Actuellement, le projet de loi m'inquiète de ce côté-là. J'ai de la misère à trouver les leviers qui vont faire que demain, je dirais, ce que toi, tu prônes, puis je suis d'accord avec toi, 100 000 $, bon, ça va pouvoir se faire. Juste là-dessus, je pourrais-tu te demander comment tu réagis au projet de loi par rapport à ton idéal? Ouais, je te remercie, Jean-Paul. C'est des bonnes questions, puis ça témoigne de ton expérience là-dedans, là, avec brio. La première chose que je peux dire, c'est que le populisme favorise la technocratie. Okay? Ça, c'est la première chose. Dans le populisme, là, c'est très paternaliste, c'est très paternisant. Papa, le premier ministre, puis il sait ce qui est bon pour vous, puis il va s'occuper de vous, puis il va faire ce qu'il faut, puis il va garder l'information en dedans. Puis alors, ce populisme-là, dont je suis un des plus fervents détracteurs, ne peut être vaincu que par des approches de consultation. Et ici, pour les raisons que j'exposais tout à l'heure à ce webinaire, uniquement a posteriori du dépôt d'un projet de loi. Le projet de loi ne peut pas se construire avec la base. On n'a pas ça dans notre philosophie de construction législative au pays, au Québec en particulier, je pense. Je pense que ces consultations-là sont très informelles, sont complexes, sont délicates, sont pas... Mais une fois que le projet est déposé, on doit travailler. Et je pense que c'est là qu'on ne travaille pas assez bien actuellement. Plusieurs sont dans la commission parlementaire, j'en suis, pour témoigner de l'importance d'amener dans ce projet loi 15 une voix citoyenne, une voix clinique, une voix humaniste beaucoup plus forte, qui est complètement absente d'un projet de loi hautement technocratique. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans les structures qu'il y a là-dedans, dans la manière de le faire, puis la manière de le faire vivre. Il va falloir le travailler. Et je pense qu'on a un devoir collectif, sociétal, de travailler tous ensemble à amener un projet de loi technocratique à s'humaniser, à se transformer. Et s'humaniser va inéluctablement vouloir dire travailler davantage avec les instances locales, travailler avec les villes, travailler avec les citoyennes, les citoyens, les patientes, les patients, les cliniciennes, cliniciens. Il faut que ça arrive. Mais j'ai peu d'espoir, tant que notre système législatif va être ce qu'il est, qu'on réussisse à le faire en amont. Et même si on transformait notre loi et qu'on transformait l'imputabilité, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est pas pour rien que ça centralise. C'est quand il y a un truc qui va mal, là, c'est pas la faute du concierge qui a mal essuyé le plancher, quelqu'un a glissé, il est tombé. Là, c'est la faute du ministre de la Santé parce que dans ces hôpitaux, les concierges sont traités comme de la merde, puis c'est tout croche, puis c'est le ministre qui doit répondre de Madame Chose qui s'est cassé une jambe. Ça, c'est un vrai cas que je vous dis en plus. Là.
Fait que même chose qui s'est cassé une patte en glissant sur une plaque d'eau, ça n'a rien à voir avec le concierge qui a mal essuyé son plancher ou le gestionnaire de ce concierge ou le PDG de l'établissement. C'est le ministre qui est accusé. Puis Fait que, tant qu'on a un système comme ça dans la tête des gens, là, on n'arrivera pas à en faire la décentralisation. Ça n'arrivera pas. Ça ne pourra pas se faire. Alors, il faut laisser les lois aller. Puis il faut les attraper par l'autre bord avec tout ce que ça a de bon puis de moins bon. Puis oui, ça va être imparfait. Mais je pense qu'avec le temps, les gens vont vouloir s'approprier. Deuxième technique d'appropriation, j'en ai parlé, ça aussi, c'est l'autonomisation. Plus nos citoyens vont être instruits, plus ils vont comprendre notre réseau, plus ils ne pourront pas être mis à l'écart ou traités comme des enfants. Ils vont à ce moment-là pouvoir faire authentiquement partie de la solution, de l'élaboration des principes, tout ça. Des forums citoyens, des consultations citoyennes, et ça doit avoir lieu. Puis le projet de loi 15 ouvre quelques petites portes là-dessus. Il y a quand même des choses intéressantes qui sont là. Elles ne sont pas bien atterries. Je pense qu'il faut qu'on aide notre ministre à voir clair dans ce qu'il est en train de faire là. Mais le potentiel m'apparaît présent. Je ne vois pas ce projet-là comme une catastrophe. Je vois ça comme un potentiel positif, mais il va falloir travailler fort pour en tirer la substantifique moelle. Et on est loin de la coupe aux lèvres. Juste oui, c'est excellent. Je suis tout à fait d'accord. Le contexte en même temps est différent. Il y a deux préoccupations. La première, c'est que mon inquiétude, c'est que quand ça va être le temps de le faire vivre, peut-être qu'on va perdre M. Dubé. Le temps étant, la politique étant ce qu'elle est, on va perdre donc un moteur. Moi, c'est un bonhomme qui m'impressionne beaucoup aussi. J'avoue que j'ai beaucoup de respect pour lui. L'autre chose, je dirais dans notre temps, dans mon temps, la différence qui se passait, qui n'est pas possible aujourd'hui, c'est que les choses se passaient après des commissions d'enquête. Alors, tu avais la commission Castonguay, tu avais la commission Rochon, tu avais la commission Claire. Donc, à quelque part, il y avait une réflexion à la base. Dans ce projet de loi-ci, je ne trouve pas de vision. Je trouve pas finalité. C'est pour ça que j'ai un petit peu de problème. Je suis d'accord avec toi que donc on a un travail de fond à faire pour faire bouger, lever les choses à partir du terrain. Puis, peut-être pour te rassurer, nombreuses consultations sur les 15 dernières années ont mené à la majorité de ce qu'on retrouve dans le projet de loi 15 aujourd'hui. Mais on ne s'en rappelle pas parce que ça s'est tellement fait sur des années. Puis si on les refaisait, là, je te rejoins, c'est pas récent, probablement qu'il y a des choses qui, dans le contexte, auraient complètement changé, puis ça ne serait plus la même position des acteurs. Mais moi, je vois là-dedans des choses qu'on avait récupérées dans d'autres articles pour d'autres lois qui n'ont pas eu le jour, puis qui s'appuyaient déjà sur des affaires qui avaient 5 et 10 ans. Fait que, c'est sûr que la consultation, elle a eu lieu, mais là, le temps est tel dans le processus dont parlait Eric plus tôt, qu'on a un peu perdu de vue ces consultations-là. C'est pas pour rien que là, ils font une réforme à première ligne en s'appuyant sur ce que Claire avait dit en 2000. Maintenant, ça fait 23 ans, ça, là. C'est vrai que c'était bon, mais si tu es encore bon 23 ans après, je suis pas sûr. En santé, ça bouge. 2-3 affaires qui ont changé. Messieurs, je dois vous interrompre parce que le temps file. Antoine, en théorie, il reste 3 minutes, mais est-ce que tu as 5 minutes de plus? Ou non? Attends, je suis en déplacement vers une autre rencontre, mais je peux prendre très rapidement. 3, c'est bon. 3 de plus, j'achète. 3, donc on va très, très rapidement. Les étudiants on n'a plus de questions, mais Jenny, tu vas expliquer un petit peu ce qu'on va faire avec les étudiants maintenant du Living Lab. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, fait que c'est un petit geste de gratitude qui amène du bonheur d'abord aux étudiants et à nous, et on l'espère à toi aussi. Donc, on dit rapidement une chose qu'on a retenue et le sentiment avec lequel on repart. Donc, je pars le bal, puis je vais donner, chacun doit donner le mot à la prochaine personne. On n'a pas beaucoup de temps, fait qu'on va se concentrer sur nos étudiants. Donc, est-ce que je retiens? Ça serait tellement long, mais je vais y aller avec... que quand on veut transformer les choses, ça passe autant par beaucoup de douleur et de bonheur. Ça m'a fait du bien d'entendre ça pour un passage en politique que j'ai fait jadis. Je pars très cliché, mais très inspirée, impressionnée en fait de l'homme qu'on a reçu aujourd'hui. C'était dans... Je la sacre dans les top 3 des entretiens, des grands entretiens qu'on a fait depuis le début qu'on a commencé. Donc voilà, je m'arrête parce que c'est supposé d'être rapide et je passe à Jérôme. Moi, ce que je retiens, c'est beaucoup que plus les citoyens sont instruits, plus ils vont être capables de participer aux décisions. C'est quelque chose d'assez fort que je trouve que vous avez dit. Puis moi, j'en sors, je dirais, genre choqué, mais inspiré.
Puis je vais passer la POC à Alexandre Rivard. Merci, Jérôme. Donc, moi aussi, j'ai appris beaucoup sur les projets de loi, comment ça se passe, comment tout le processus derrière. Puis comment je me sens, ben, assez surpris de savoir que finalement, effectivement, c'est la population qui fait des décisions, mais des fois, on s'en rend pas compte que ça prend tellement de temps, il y a une composante temporelle tellement importante qu'on oublie ça. Donc, je trouve ça super intéressant de voir ça. Fait que je suis surpris de voir ça. Je passe la parole à Sandrine. Oui, dans le fond, j'ai appris que c'est quand même compliqué, toutes ces affaires-là de loi, là. Souvent, dans les médias, c'est comme le projet de loi est bon ou le projet de loi est mauvais. Puis là, on entend quelqu'un qui dit « Ah non, ça c'est bon, ça c'est mauvais ». Fait que c'est comme, même moi, en ce moment, je suis comme « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le projet de loi 15 qu'on a dû lire puis qu'il y a 400 pages, là. Ben, qu'on a dû survoler, en tout cas. Fait que c'est comme... en tout cas, moi, je sors un petit peu mélangée, mitigée. Je sais pas trop quoi penser de tout ça, comment faire mon opinion comme en tant que personne qui a eu aucune formation en droit ou en politique, là. Fait que, comme, on est quand même des gens, je pense, éduqués, là, puis moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Je sais pas s'il va y avoir des gens dans mon parcours qui vont m'aider à comprendre ces affaires-là un petit peu plus clairement, mais aujourd'hui, ça a clairement un petit peu contribué. Fait que merci pour ça. Ben, merci Sandrine. Donc, une phrase rapide parce que là, le temps passe, il doit quitter bientôt. Il n'y a pas de problème. Je vais commencer par dire que, premièrement, je suis vraiment impressionné par la façon dont vous parlez puis que vous expliquez très clairement des concepts puis comment ça fonctionne en politique. Vous l'expliquez très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, ce que je retiens, ben, c'est qu'est-ce qu'on a vu aussi pendant cet été, c'est qu'à la base, il faut demander aux citoyens. Donc, ça commence par l'empathie. Et je me sens bien parce que je me sens plus informé par rapport à comment ça fonctionne en politique. Fait que Sandrine, votre collègue va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est fantastique. Elle a dit, vas-y, tiens. Elle a dit. Elle a dit, on ne t'entend pas. Ça ne marche pas. Fait qu'on va... OK. Donc, Morgane? Oui, je peux y aller. Rapidement, je dirais que moi, ce que j'ai appris, c'est comme la variété de rôles de leadership qu'on peut avoir là, dans une pratique en médecine. J'aurais essayé de le faire rapidement. Puis, le sentiment, je dirais, inspiré par ça, justement, de voir toutes les possibilités qu'on va avoir plus tard pour mettre ça en pratique. Merci beaucoup de votre présence. Pour le souci, Anushka? Oui, moi, je dirais ce que j'ai retenu, c'est quand vous avez parlé que pour faire des changements, justement, c'était vraiment important que la population soit, que la communauté soit impliquée et informée. Donc, ça, puis comment je me sens inspirée, là, comme tout le monde. Vous êtes une personne très impressionnante, donc c'est le fun comme rencontre. Merci, Anushka. Élodie, tu veux-tu te reprendre? Oui, et moi, ce que j'allais dire, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait consulter des personnes à l'extérieur, un peu c'est de la chambre d'assemblée, genre. En tout cas, pour faire des projets de loi, puis il fallait vraiment attendre qu'ils soient déposés avant d'aller voir un peu l'avis des autres. Fait que ça m'a vraiment étonnée. Puis c'est ça, j'en ressors un peu avide parce que c'est vraiment un monde que je connais pas. Puis honnêtement, je savais pas que c'était autant compliqué que ça. Donc, c'est ça. Je vais peut-être un peu m'informer plus. Merci. Pour mieux au programme. Merci, Élodie. Nathalie, rapidement. Oui. Ben moi, je suis confortée. Je pars confortée dans ma décision de lâcher la gestion, de lâcher le gros réseau pour venir m'impliquer dans le Living Lab parce que je me rapproche du terrain, je me rapproche des gens, je me rapproche de ma conviction profonde d'aider à faire changer, de faire améliorer. Fait que je pense que j'étais à la bonne place, Rick. Fait que je suis bien contente. Vraiment, là, je suis enchantée, Dr. Roux. Après 30 ans comme infirmière gestionnaire. Merci, 36, Nathalie. 36. Ariane, rapidement, puis on donne le mot de la fin à Antoine. Oui, je garde ma caméra fermée parce que je suis dans ma voiture. Parfait. Mais moi, je pense que mon émotion, c'est la surprise que quelqu'un qui travaille pour d'aussi hautes instances gouvernementales puisse parler avec autant de transparence. Mais je pense que c'est vraiment rafraîchissant puis c'est vraiment le fun de enfin avoir quelqu'un qui nous parle honnêtement. Donc, je dirais que je retiens que c'est possible de rencontrer des gens comme ça, même dans ce domaine-là. Hey, Jenny, qu'est-ce qu'on demande à Antoine pour terminer? On renverse la question. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui puis comment tu te sens?
Écoutez, moi, j'ai surtout appris que vous aviez le pouvoir de mobiliser des gens qui sont ces futurs leaders. On l'avait évoqué, mais là, on les a entendus. Moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui surtout. Et vous avez parlé d'inspirer, mais je vais retenir le dernier commentaire de votre collègue et je vais retenir le courage. Ça prend un certain courage pour faire ça. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas comme ça dans le monde de leaders qu'on connaît parce que tout est toujours tabou, puis on n'a plus le droit de parler de nos jours de rien, puis tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Alors retenez ça, vous, futurs leaders, puis c'est peut-être le mot de la fin, là. Soyez courageux. Le leadership courageux, ce n'est pas juste une lubie et une patente de Mintzberg, là, ça existe pour vrai, puis ça a une valeur, puis oui, ça va amener dans certains cas de la douleur, mais c'est comme ça que vous allez apprendre, ça a été nommé, c'est comme ça aussi que vous allez avancer. C'est souvent avec ce courage-là qu'on arrive à transformer réellement les choses. Et je pense que dans le Living Lab, vous avez fait preuve de courage de plein de façons et à plein d'égards. Inspirez-vous de ça, embarquez là-dedans et puis allez jusqu'au bout de ce courage-là. N'ayez pas peur de vos idées, de ce que vous croyez et ce que vous dites. Alors, soyez ce que vous dites. Faites-le jusque pleinement. En ce 10 août 2023, on a reçu Dr. Antoine Groulx pour ce grand entretien podcast. Antoine, merci infiniment pour ta franchise, toute ton inspiration. Vraiment une de nos top entrevues, je te le dis. Vraiment. Elle va être écoutée et réécoutée. C'est un masterclass de franchise et de profondeur, de compréhension sur l'organisation du système de la santé. Merci. Longue carrière, Antoine, puis on va certainement garder le contact. Un immense merci à vous. Au plaisir. Prochain, j'espère. Salut, dans Charlevoix. Merci beaucoup. Merci.